bienvenue dans le grand débat de Financial Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Votre grand débat s'intéresse aujourd'hui à la taxe carbone. Alors, le projet de l'Union européenne d'imposer la taxe carbone a déclenché un débat lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Dubaï, la COP 28, alors connue sous le nom de mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières. La taxe, entrée en vigueur depuis le 1er octobre, s'applique au fer, à l'acier, au ciment, à l'aluminium, aux engrais, à l'hydrogène et à l'énergie. À l'horizon 2026, tous ces produits devront payer une taxe carbone aux frontières avant d'entrer sur le marché européen. Alors, pour l'Afrique, qui émet à peine 4% des émissions mondiales des gaz à effet de serre, cette mesure écologique aux frontières de l'UE va faire perdre 25 milliards de dollars au continent, soit 1% de son PIB selon les experts. Alors, qu'est-ce que c'est que la taxe carbone? Quels sont les enjeux? Attirer les éléments de réponse avec notre expert, Thierry Téné, qui nous reçoit depuis Brazzaville. Monsieur Téné, bonjour. Bonjour, Madame Abika. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci pour l'invitation, surtout. Plaisir est partagé. Alors, je serai donc avec Monsieur Wad, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Alors, avec notre invité, sans plus tarder, nous allons le présenter à notre cher auditoire. Titulaire d'un master de conception, de projet en éco-développement et ayant 5 formations professionnelles à l'ADME, Agence de la transition écologique, Thierry Téné, vous êtes expert en bilan carbone, économie verte et RSE. Arrivé en France en 2000, vous créez 2 ans plus tard l'Association des Amis du Développement Durable A2D. Vous êtes aussi le concepteur en 2002 et l'animateur pendant plusieurs années de l'émission Dave Dur consacrée au développement durable sur Radio Campus Lille. En 2006, vous créez le cabinet A2D, conseil spécialisé sur le bilan carbone et l'économie verte. En 2008, vous organisez à Paris le premier forum sur le green business et l'investissement en Afrique en partenariat avec UbiFrance, devenu Business France. En 2021, vous devenez associé et directeur du cabinet Institut Afrique RSE créé en France. Toujours en 2011, vous êtes membre du prix Orange pour l'entrepreneur social en Afrique. En partenariat avec les organisations patronales africaines, vous organisez le forum des pionniers de la RSE en Afrique au Cameroun en 2011, en Tunisie en 2012 et au Ghana en 2013. Chaque édition était marquée par l'adoption d'un manifeste sur la RSE en Afrique. En 2011 toujours, vous réalisez une enquête sur les raisons du retard de la RSE en Afrique. Résultats dans l'ordre: absence de politique publique, manque de compétences et enfin l'absence de valorisation des entreprises engagées RSE. Vous êtes à l'initiative de Kilimandjaro, réseau des acteurs de la RSE et du développement durable en Afrique. Sur la base du mandat du manifeste sur la RSE en Afrique 2013, vous lancez en 2014 le Kilimandjaro Top Manager, dont le but est la coélaboration d'un cahier de charges du label RSE Afrique. En 2014, vous créez au Cameroun le cabinet Institut Afrique RSE, devenu Afrique RSE en 2018. En 2016, vous devenez éditeur du magazine Dirigeant. En 2020, vous revenez en France pour le lancement d'Afrique Impact Positif et Dirigeante France. Thierry Téné, comment expliqueriez-vous l'origine et le principe du marché carbone et son fonctionnement dans le monde et en Afrique? Vous savez que depuis plusieurs années, donc depuis ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique qui a adopté en 1985 le protocole de Kyoto. Donc on a plusieurs pays, quasiment tous les pays du monde sont engagés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez évoqué justement la conférence des parties qui se tient chaque année, donc sous l'égide justement des Nations Unies. Donc au niveau de l'Union européenne, toute cette dynamique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre s'est traduite d'abord par la mise en place d'un système
d'échange de quotas sur le marché européen. Donc ça, c'était en 2003, pardon. Donc l'Union européenne a mis en place un système dont les entreprises européennes, 12 000 à peu près, les plus grosses entreprises polluantes, ont un quota pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ensuite, ces quotas ont d'abord été attribués gratuitement et pendant une période, ça devait devenir maintenant payant parce que l'idée, c'est que les entreprises s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et justement, en leur donnant un quota, ça permet en fait, quand vous dépassez le quota, vous payez une taxe. Et donc, l'Union européenne, anticipant le fait que d'autres pays au niveau du monde n'intègrent pas cette taxe carbone qu'elle a mis en place sur son territoire, a donc décidé de définir le mécanisme carbone d'ajustement aux frontières. Donc concrètement, c'est une taxe carbone, mais cette fois-ci pour toutes les entreprises qui doivent exporter leurs produits vers l'Europe. Voilà à peu près le principe de ce mécanisme carbone d'ajustement aux frontières. C'est-à-dire qu'on se dit, pour éviter ce qu'on appelle un dumping écologique, on part sur un système de quotas déjà qui existe au sein de l'Union européenne pour les entreprises européennes et maintenant on l'élargit justement à toutes les entreprises qui font des affaires avec l'Union européenne. Quel est donc l'impact de cette taxe sur les exportations africaines vers l'Europe? Voilà, l'impact de cette taxe est énorme, Madame Abika, pour la simple et bonne raison que l'Europe reste un débouché très important pour les pays africains. Il faut quand même rappeler que 26% des engrais produits en Afrique partent en Europe, 16% du fer et de l'acier africain sont exportés en Europe, 12% d'aluminium et 12% de l'acier. Et vous avez rappelé effectivement tout à l'heure que tous ces produits-là que je cite sont concernés par la taxe carbone. Or, actuellement, le coût de la taxe carbone au niveau européen est à $80 la tonne. Donc, grâce à une étude là, qui a été réalisée par une grosse structure africaine qui est la Fondation africaine pour le climat, la taxe carbone devrait avoir un impact, vous avez dit, 25 milliards de dollars par an de perte pour l'Afrique, donc à peu près 0,91% du produit intérieur brut africain. Et ça va aussi entraîner, donc justement, pour certains pays comme l'Afrique du Sud, c'est une perte de 1,5 milliard de dollars par an. Et d'ailleurs, c'est le seul pays africain qui a dénoncé vigoureusement cette taxe carbone. Vous avez évoqué la conférence des partis qui se tient là sur le climat qui se tient à Dubaï. Ça m'a aussi fait plaisir de voir que le président de la Banque africaine de développement est aussi monté au créneau pour dénoncer l'injustice de cette taxe carbone. Donc, je pense qu'il est temps, et c'est qu'en Afrique, on dénonce de plus en plus cette taxe carbone parce que vous l'avez rappelé, l'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et d'ailleurs, dans le cadre du protocole de Kyoto et de toutes les négociations sur le climat, il y a ce qu'on appelle la responsabilité partagée mais différenciée. Partagée pourquoi? Parce qu'il y a des pays, on émet tous les émissions de gaz à effet de serre. Cette émission que nous sommes en train de faire va émettre des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va consommer de l'énergie, etc. Maintenant, par contre, il y a une différence entre les pays occidentaux qui ont contribué énormément à polluer pour se développer et les pays et les continents comme l'Afrique qui sont encore, elles, en voie de développement. Et donc, dans le cadre des négociations climatiques, l'Afrique et les pays qui composent l'Afrique doivent émettre plus d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils n'ont pas la responsabilité historique comme peuvent être les pays de ce qu'on appelle les pays de l'annexe 1. Donc les pays les plus émetteurs des émissions de gaz à effet de serre. En quoi elle serait du protectionnisme déguisé? Parce qu'elle fait couler beaucoup de salive. Cette taxe carbone aux frontières est du protectionnisme et pour avoir la meilleure illustration de ce protectionnisme, il faut lire les propos du commissaire européen Pascal Canfin, qui est l'un des principaux artisans de la taxe. Il a dit que c'est simple, il ne faut pas qu'un véhicule produit au Maroc, par exemple, et dont les industriels ne sont pas soumis à la taxe carbone, rentre sur le marché européen, fait de la concurrence aux entreprises européennes qui fabriquent les véhicules et qui, eux, sont soumis à la taxe carbone. Voilà pour moi l'exemple le plus illustratif de ce protectionnisme, pour la simple et bonne raison que vous savez aujourd'hui que les coûts
de production sont plus faibles en Afrique comme dans les pays en développement par rapport aux pays développés. Et donc, il y a un levier de compétitivité important, notamment pour des pays qui peuvent exporter vers l'Europe. Et alors, pour pouvoir créer justement une différenciation et puis protéger l'industrie européenne, on met en place une taxe carbone aux frontières. Et d'ailleurs, Madame Abika, je vais vous rappeler qu'en plus de la taxe carbone aux frontières, l'autre gros élément de protectionnisme écologique et de guerre commerciale verte, comme moi je l'appelle, ce sont les subventions. Les États-Unis ont injecté 400 milliards pour attirer les entreprises spécialisées sur les technologies vertes, y compris d'ailleurs beaucoup européennes. L'Europe a réagi aussi en mettant une subvention importante. Le Canada a mis 80 milliards, la Chine, l'Inde, tous les pays aujourd'hui sont en train de jouer énormément sur le côté investissement important pour attirer toute l'industrie liée à la technologie verte. Parce qu'on est en train de parler en fait de l'économie d'aujourd'hui et surtout de demain où il y aura un basculement. Donc, on a deux leviers, les subventions et l'Union européenne est la première à détenir la fameuse taxe carbone aux frontières qui est plus ou moins qui n'est rien d'autre qu'une espèce de protectionnisme. Alors, mais pourtant, cette taxe a été justifiée. Les législations européennes disent que cette loi est basée sur le principe du pollueur-payeur et qu'elle évite un certain dumping écologique. Oui, effectivement, l'idée, en fait, c'est à chaque fois qu'on met une taxe, c'est pour le pollueur-payeur. Maintenant, il faut savoir qui est le pollueur, qui est le payeur. Je tiens à rappeler que nous, en Afrique, nous sommes responsables de 3,8% des émissions mondiales de CO2. Même pas à peine 4% des émissions mondiales. Nous devons polluer. Nous devons polluer. Même si, je rappelle toujours que les entreprises africaines dans leur propre pays doivent décarboner leur économie. Parce qu'en fait, vous avez vu toute la pression qu'il y a aujourd'hui sur les énergies fossiles et tout ce qui produit du carbone. Au fur et à mesure, on aura des coûts élevés. Donc, il faut qu'on décarbone l'économie. Par contre, quand maintenant c'est dans le cadre des relations commerciales, qui est le pollueur, qui est le payeur entre États. D'ailleurs, j'ai été surpris de recevoir un mail d'un négociateur européen qui m'a dit qu'il était opposé à ce que j'ai marqué. C'est normal qu'il soit opposé parce que je me mets du côté de l'Afrique alors que je suis une personne qui est très engagée dans l'économie verte, l'économie bas carbone, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais par rapport à cette taxe carbone, et je rappelle, Mme Mabika, il y a une étude de la CleanSed qui a été faite qui a dit le pourcentage de réduction des émissions liées à la taxe carbone sera très faible. Donc, y compris au niveau écologique, l'impact de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne reste à démontrer. Et d'ailleurs, si les autres continents, la Chine, les États-Unis, le Canada, des pays aussi importants, étaient très impactés par cette taxe carbone, je peux vous assurer qu'il y aurait eu tout de suite des répercussions économiques fortes pour que l'Europe revoie à la baisse ses ambitions. Maintenant, le dernier point pour moi, je m'interroge sur comment une taxe carbone comme celle-là, avec tout le processus qu'on sait pour produire une directive européenne, peut entrer en vigueur sans que le lobby africain n'ait beaucoup joué. C'est une grosse interrogation de ma part. Alors, est-ce à dire aujourd'hui, selon votre avis en tant qu'expert, que l'Afrique devrait être exemptée de cette taxe puisqu'elle pollue pratiquement pas une grande partie de la planète? En tout cas, c'est ce qu'a dit le président Kaberuka et le président de la BAD, le nouveau président de la Banque africaine de développement, c'est le nom de l'ancien, désolé, c'est ce qu'il a dit notamment. Et oui, l'Afrique doit être exemptée de cette taxe carbone aux frontières. Ça ne veut pas dire que les entreprises africaines ne doivent pas décarboner leur économie. Non, il faut décarboner l'économie parce que de toute façon, le coût du pétrole sera de plus en plus cher. Un pays où je me situe actuellement, qui est le Congo-Brazzaville, nous venons de faire une étude avec Deloitte pour l'État produit par la Banque mondiale sur le rapport, ce qu'on appelle le rapport climat et développement. Congo-Brazzaville, par exemple. Mais une fois qu'on a dit ça, dans le cadre des relations entre les continents, entre les pays, oui,
il faut qu'on regarde pour chaque mesure quel est l'impact sur chacun des territoires. J'ai d'ailleurs lu qu'à un moment donné, les ONG européennes ont dit, comme il y aura un impact important pour l'Afrique, il faut qu'on dégage une partie de cette taxe pour redistribuer aux pays africains. Je ne suis pas forcément partant pour ce type de subvention et de dons. Pourquoi? Qui peut imaginer que si le Niger, le Mali, le Burkina Faso étaient bénéficiaires de cette taxe carbone, vu le contexte géopolitique qui est aussi en mutation, ils perdraient des revenus. Donc, il faut qu'on fasse la partie commerciale. Nous, on fabrique des produits et services qui doivent rentrer dans les autres pays comme leurs produits rentrent chez nous. Il ne faut pas qu'on ait le barrière commercial supplémentaire. Et le climat ne doit pas être un prétexte pour protéger l'économie parce que certains savent qu'ils n'ont plus de valeur ajoutée pour ce qui est lié au coût social pour la production. Voilà la réalité. Alors, mon cher Thierry Téné, j'ai écouté avec beaucoup de passion, comme toujours c'est le cas, parce que vous êtes l'un des plus grands experts à la matière et vous êtes engagé. Mais est-ce que un tel mécanisme ne peut pas faire l'objet d'un arbitrage ou d'un recours auprès de l'Organisation mondiale du commerce? Très bonne question, Adam Awad. Vous posez là une très bonne question. D'ailleurs, surtout ce qui est lié à ce que j'évoquais à l'industrie verte et tout le marché en cours de structuration sur l'économie verte. L'OMC est progressivement en train de perdre la place. Tout simplement. Et effectivement, le débat au niveau africain a été ramené au niveau de l'OMC. Même si aujourd'hui, oui, les États, comme je vous ai dit, la Chine, je voyais encore que la Chine, en termes de véhicules électriques, en 3 ans, M. Wad, elle est passée d'un déficit commercial aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars. Et c'est la Chine qui domine aujourd'hui le marché des véhicules électriques grâce aux subventions. Et aujourd'hui, même en France, même en Europe, les véhicules électriques chinois sont beaucoup plus chers et font une concurrence énorme aux véhicules électriques produits par les industriels européens. D'ailleurs, l'Europe est en train de réfléchir comment protéger encore ce segment de marché. Donc oui, l'OMC, deuxièmement, l'Union africaine. D'ailleurs, même j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui disait, mais on évoque l'Union européenne pour cette taxe carbone aux frontières. Mais l'Union africaine devait être la première en face de l'Union européenne. Mais, Adam Awad, la question que vous posez renvoie au fonctionnement de l'Union africaine. Cette semaine, la France était le premier pays à adopter une directive européenne sur la publication des rapports sur la RSE, qui aura des répercussions encore beaucoup en Afrique. On pourra en parler prochainement. Mais la France adopte une directive européenne. Quel est l'impact des projets de loi adoptés par l'Union africaine sur l'ensemble des pays africains? Donc la partie carbone que vous évoquez n'est qu'un point qui nous interpelle sur le fonctionnement de l'une de nos institutions les plus importantes. Et dernier point, vous évoquez la ZLECA. J'ai d'ailleurs fait une analyse où je disais que une fois qu'on ouvre ce grand marché, est-ce qu'au sein même de la ZLECA, on n'aura pas un dumping social ou écologique? Par exemple, je suis à Brazzaville, je fabrique un produit sans respecter les conditions de travail, en méprisant mes collaborateurs, sans payer même les personnes. Ce produit-là, tout de suite, il est à bas prix et il peut rentrer dans le marché de la ZLECA. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour justement structurer ce marché sur les questions sociales, environnementales et pour éviter quand même qu'on produise au sein de la ZLECA n'importe comment, ou du moins qu'on fasse importer des produits qui, eux, sont dans le cadre d'un dumping social et écologique et qui circulent librement au sein de la ZLECA. Voilà les questions de fond.
Alors, donc, Monsieur Téné, nous restons avec vous. Vous nous recevez depuis Brazzaville et nous parlons de la taxe carbone. Alors, nous allons ouvrir une parenthèse. Alors, ce projet sur la taxe carbone nous fait penser à cette taxe, quelque part, le texte adopté par les eurodéputés l'année dernière et interdisant du marché européen les produits comme le café, le cacao, le soja, ne pouvons pas faire la preuve qu'ils ne sont pas issus des terres déboisées ou dégradées. Est-ce que nous sommes toujours dans cette logique de protectionnisme déguisé? Alors, vous avez évoqué d'ailleurs le projet. Il faut rappeler que la taxe carbone aux frontières est déjà entrée en vigueur. Hein, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il est entré en vigueur le 1er octobre. Et à partir de l'année prochaine, tous les produits qui rentrent en Europe doivent déclarer déjà dans la phase transitoire, doivent déclarer leur taux de carbone. Et à partir de 2026, ils vont commencer à payer la taxe. C'est d'ailleurs là, pour répondre à la question de Mme Awad, là où c'est compliqué parce qu'une fois qu'une directive est adoptée, revenir ou remettre, en fait, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Bruxelles, c'est la ville où on a le plus de lobbyistes au monde parce qu'il faut faire pression en amont. Maintenant, vous évoquez effectivement une autre loi, il y a des 3-4 comme ça, de l'Union européenne sur, ils appellent ça l'importation, la déforestation évitée. Le pays qui est monté au créneau, c'est la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est monté au créneau. Parce que là aussi, c'est pareil. On va vous dire, tout produit qui va rentrer en Europe, il faut que l'importateur démontre que ce produit n'est pas issu de la déforestation. Et si tel est le cas, il ne rentre pas en Europe. Donc, là aussi, cette mesure est entrée en vigueur pour un continent qui sera aussi, encore une fois, très impacté sans qu'on ait une levée de bouclier. Je suis surpris que même au niveau des médias, c'est bien qu'on en débat, au niveau médiatique, au niveau des donneurs d'ordre, au niveau des décideurs africains, on n'est pas non seulement beaucoup de débats, on ne pose pas de questions de fond. Comment on fait du lobbying pour contrer cela et que nous-mêmes, on ne structure pas une démarche de dire de réponse appropriée. Là, vous évoquez la déforestation évoquée, il y a eu un autre gros problème, une grosse problématique en Europe sur l'huile de palme, alors que l'huile de palme est issue de la déforestation, c'est plutôt en Asie. Et d'ailleurs, le patron du patronat congolais me rappelait il y a quelques mois que l'huile de palme produite en Afrique est issue des savanes. Donc, nous ne sommes pas concernés par la déforestation, notamment par rapport à l'huile de palme, comme c'est le cas pour l'Asie. Mais, derrière l'huile de palme, qu'est-ce qui se jouait? C'était là aussi une concurrence entre l'huile de palme qui est très intéressante pour une multitude d'industries, mais qui n'est pas produite aux oléagineux qui, eux, sont produits en Europe. Et donc, il fallait faire le pare-feu. Et puis maintenant, toute la campagne portée, y compris par les ONG, pour dénoncer l'huile de palme au prétexte qu'on défend les orangs-outans. Donc là aussi, la déforestation importée, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je vais finir sur un autre point que quand j'étais récemment en RDC, j'ai alerté sur le côté du bassin du Congo. Oui, 200 millions d'hectares, on peut attirer les investissements carbone. Le Gabon est très loin, le Congo essaie de suivre avec une concurrence avec le Gabon, la RDC se positionne, mais seulement d'ici quelques années, on va commencer à vous expliquer que les forêts, ce n'est pas plus intéressant que ça pour stocker le carbone. Et tout simplement parce qu'actuellement, on a des technologies qu'on est en train de développer qui sont performantes pour capter le carbone dans les processus industriels, stocker et puis les enfouir dans le sol. Et du coup, le business lié à la captation carbone par les forêts, qui est aujourd'hui le gros atout pour l'Afrique, mais va perdre de valeur sur le marché. Ça a même déjà commencé. L'un des plus gros organismes qui certifie le carbone forestier, on a remis en cause de manière importante sa méthodologie. Oui, en Donc, tout cas, voilà. Thierry, pour rester sur cette question importante de la déforestation, puisque vous êtes là en ce moment, vous séjournez dans le bassin du Congo,
c'est que le mécanisme RED des plus, je me pose des questions quand je vois un pays comme le Gabon, que j'ai visité l'année dernière, et j'ai été un petit peu dans les forêts, etc. Et on a vu tout ce que le Gabon a mis en place pour bien préserver et éviter la déforestation, mais en retour sur investissement, il n'y a pas eu assez de millions de reçus par rapport par rapport à ce mécanisme carbone. Et là, je vois aussi d'autres pays, et je me réjouis que le Madagascar ait eu auprès de la Banque mondiale des fonds carbone, qui c'est une première d'ailleurs en Afrique. Mais est-ce que finalement ce n'est pas en l'heure, puisque on vous dit on met en place des mécanismes et finalement on n'en bénéficie pas? Alors, M. Adamawad, là, vous posez une question où je veux dire que, en tant qu'Africain, je suis moins surpris. Ce qui se passe aujourd'hui avec le carbone, c'est la même chose qu'avec les ressources naturelles. Au niveau du carbone, l'Afrique n'a pas développé l'expertise, elle n'a pas développé ses marchés. Donc, quand vous me dites, oui, mécanisme RED+, est-ce qu'on bénéficie ou pas? Je veux poser la même question sur ce qui a fait beaucoup de débats, là, y compris à Dubaï. Est-ce que pour le pétrole, on bénéficie plus que ça? Parce que pour bénéficier de manière importante de quelque chose, vous devez utiliser la technologie, dont l'intelligence qui va avec. Vous devez structurer les marchés et vous devez faire du lobby pour orienter les lois ou les décisions, y compris au niveau politique. C'est exactement ce qui se passe à Dubaï. Vous devez être une force de lobby, mais est-ce que nous, on prend le temps de structurer ça? C'est la même chose pour le pétrole, c'est la même chose pour les ressources naturelles, c'est la même chose pour la déforestation, éviter que Mme Mabika évoquait tout à l'heure. Donc, c'est parce que les enjeux se situent au niveau de la structuration de la méthodologie et donc, y compris des technologies qui vont avec. Même quand vous dites le mécanisme RED+, même quand vous évoquez la compensation des forêts au Gabon, aucune technologie, aucune expertise ne vient des pays africains. Il faut se reposer sur d'autres acteurs qui vont vous expliquer qu'on capte ou pas le carbone pour la forêt, que ça correspond à ce qu'il faut et que le coût. Et d'ailleurs, beaucoup de pays africains, pour leurs forêts, sont aujourd'hui à ce qu'on appelle le marché volontaire du carbone, dont le prix n'est pas grand-chose, M. Wade. C'est pour ça qu'il ne bénéficie pas beaucoup. Je vous renvoie aux dernières perspectives économiques de la Banque africaine de développement, qui a expliqué dans son rapport qu'il faut que les pays africains, pour la partie carbone, se tournent plus vers le marché réglementaire, où là, effectivement, les actifs carbone sont plus valorisés, sont plus importants. Mais pour gagner vite et donc gagner très peu, ben, on se tourne vers le marché volontaire, et là, effectivement, on ne gagne pas. Et enfin, quand on prend la forêt pour mettre en gage, pour avoir quelques subsides au niveau international, n'oublions pas qu'on doit développer en Afrique l'agriculture de manière importante, on doit faire des infrastructures, on doit même développer y compris des champs éoliens de manière importante, et que tout ça peut nous permettre et doit nous permettre de grignoter de manière importante sur la forêt. Nous ne devons pas être des gardiens de la forêt pendant que les autres développent l'industrie, les technologies, et que oui, on est des Bantous et que nous, on reste en tant que Bantous dans la forêt. Alors, Monsieur Téné, à vous entendre, l'Afrique n'est pas sortie de l'auberge. Donc, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve tout juste après pour la suite et la dernière partie de ce grand débat. Merci de rester fidèle à Financial Afrique. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le grand débat qui s'intéresse aujourd'hui à la taxe carbone avec notre expert Thierry Tenet, expert en bilan carbone, économie verte et RSE, qui nous reçoit depuis Brazzaville. Alors, Monsieur Tenet, nous allons aborder le dernier virage de ce grand débat qui s'intéresse à la taxe carbone. Vous parlez de Green Trade World dans une récente chronique. Comment l'Afrique doit-elle prendre cette donne dans l'évolution du commerce international? Alors, déjà, Mme Abika, le premier point, c'est de considérer qu'on ne va pas à Dubaï ou dans les COP
dans les conférences des partis qui ont lieu chaque année, on ne va pas là-bas pour commander. Et d'ailleurs, on avait évoqué 100 milliards de dollars pour les aides aux pays en développement. C'est depuis la COP de Copenhague. Je n'avais même pas encore les cheveux blancs. Maintenant, j'ai déjà les cheveux blancs. On attend toujours qu'il y ait les fameux 100 milliards. On attend. Et on va encore continuer à attendre. Par contre, entre-temps, vous avez suivi comme moi ce qui s'est passé pour la crise sanitaire. On a fait plus de milliards. Vous savez comme moi ce qui se passe en Ukraine et en Israël. Il y a les milliards qui sortent. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Donc, l'Afrique doit intégrer qu'on ne va pas là-bas parce qu'on va commander. On va là-bas parce qu'effectivement, on discute technologie, on discute commerce, on discute guerre commerciale, on discute positionnement. À partir du moment où on va intégrer ça, là, les choses vont commencer à bouger. Vous avez dit que, pour conclure la première partie, vous disiez que, bon, que l'Afrique était mal barrée. Non, je suis l'un des plus grands optimistes qui existent. Monsieur Ouad, d'ailleurs, a évoqué, votre collègue, il a évoqué le fait que certains pays, comme le Maroc, effectivement, se positionnent de manière forte, d'autres comme l'Afrique du Sud. Enfin, je pense qu'actuellement, j'étais en RDC, la Zambie, ils sont en train de fabriquer les batteries pour les véhicules électriques. Donc, je pense qu'il y a une mutation, il y a des choses qui se passent de manière très importante sur le continent. Maintenant, il faut simplement qu'on ait un switch pour mesurer que ce sont effectivement des instruments où on est dans une nouvelle logique de guerre commerciale verte. Et comme dans toute guerre commerciale, il faut se préparer, il faut avoir ses armes, il faut remporter des batailles, il faut monter au créneau, il va falloir combattre, parce que derrière lui, on peut aider ici. Non, derrière ça, effectivement, il y a des enjeux de dépendance. Parce que, d'ailleurs, j'étais récemment au Maroc, comme M. Ouad. Le Maroc commence à dire, on ne comprend pas. Nous, maintenant aussi, l'Europe veut qu'on combatte. J'ai dit, mais c'est normal, à partir du moment où hier, vous étiez dans une position où on vous fait simplement des aides. Mais à partir du moment où vous commencez maintenant à concurrencer les industries européennes, dont certaines stratégiques, qu'a rappelé M. Ouad au niveau de l'automobile, non, mais c'est clair qu'on ne fera pas de cadeaux derrière tous les discours politiques. Et c'est cet élément-là que je regrette qu'on n'intègre pas assez en Afrique, au niveau journalistique, au niveau des patrons d'entreprise, au niveau des dirigeants politiques, au niveau de la société civile, où on pense que, ben oui, l'Afrique, on émet peu des émissions de gaz à effet de serre, les autres vont nous aider. Non, non, non et non. Je rappelle, la partie carbone des forêts, là, 5-10 ans, vous allez voir qu'on va commencer à vous expliquer qu'il faut qu'on compte sur les forêts pour capter le carbone parce qu'on aura développé les technologies. Donc, on aura déplacé le centre de gravité de la valeur ajoutée du business carbone, tout simplement. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place dans le cadre de la COP. Vous l'avez dit tantôt, le fonds de 100 milliards de dollars et fonds de compensation de pertes et dommages des pays riches vers les pays vulnérables. Vous l'avez évoqué, mais en tant qu'expert, quelle évaluation faites-vous de ces accords? Vous m'avez dévancé, mais on aimerait avoir davantage votre avis comme le mot de la fin. Madame Abita, moi, mon avis est que aujourd'hui, plus que hier, déjà, on est dans un contexte de recomposition géopolitique. On est dans un contexte de recomposition géopolitique. Donc, on ne peut plus se rester limité sur on a les aides, on a ça ne marche plus. Et la partie verte est aujourd'hui la dynamique qui va drainer l'économie mondiale pour les 5, 10, 100 prochaines années. Là. On va faire un basculement. En Afrique, on ne le perçoit pas, mais quand vous passez en France, vous voyez bien, parce que il y a un point très important qu'on n'a pas évoqué. L'Union européenne, 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. 55%. À l'horizon 2050, neutralité carbone pour tous les secteurs économiques. Tous les secteurs économiques. Donc la mutation est en cours. Déplacement des business models. Certaines entreprises qui vont fermer, d'autres qui vont naître, qui sont déjà en train de naître. Basculement, recomposition économique. Les produits, les habits qu'on porte, ce qu'on mange, l'électricité, ce ne sera pas la même chose dans les prochaines années. D'ailleurs, même les véhicules, on parlait de carbone, les véhicules à énergie fossile, 2035, plus de véhicules à énergie fossile en Europe. Là, c'est un grand secteur d'activité qui a mutation. Et ça, il faut que sur le continent, nous aussi, on l'intègre.
Prenez rien que la partie école et université. On a quel niveau de révision de nos programmes? La société africaine est à quel niveau de compréhension de tout ce qui est carbone, de tout ce qui est changement climatique et des répercussions et surtout des opportunités économiques que ça ouvre. Et quand on va dans les discussions, justement, on va dans quel sens? Et anticiper la veille stratégique, je l'ai dit tantôt. On ne peut pas ne pas avoir des lobbyistes ou des diplomates africains très influents à Bruxelles. Je vois dans la mise en place de nos plans, les fameux contributions nationales, CDN, etc. Oui. On l'a abordé sous forme d'aide. On a trop amplifié les besoins pour avoir le maximum d'aide. Donc finalement, on a raté le diagnostic qu'on aurait dû faire de manière vraiment endogène, mais aussi sincère, afin que ça soit inscrit dans une logique de développement. Parce que là, on est encore dans la vraie logique de l'aide. Ça, c'est un. Deuxième élément très important, les statu quo qui régnaient dans la vieille économie est en train de se recomposer, de se reconstituer dans la nouvelle économie, l'économie verte. Toutes les institutions de développement se sont certifiées pour pouvoir réceptionner des fonds ESG ou bien des fonds verts afin de les réallouer à l'Afrique. Donc, c'est la même logique d'intermédiation. Dernier élément important, c'est la voiture électrique et une puissance, la Chine, qui aujourd'hui est en train de s'imposer dans cette nouvelle économie verte en tant que leader. Il y a les voitures électriques, mais il y a beaucoup de panneaux solaires. Et ça bouscule aussi bien l'Occident européen que l'Occident américain, que le Japon. Et donc là, toutes ces mesures, ces barrières non douanières qui sont mises en place sous forme de normes, de certification, sont destinées, à mon avis, à retarder le basculement du monde dans cette nouvelle domination qui pointe à l'horizon, parce que l'Occident va vendre chèrement sa peau et il ne faudrait pas que nous, les Africains, nous soyons les victimes de cette guerre commerciale verte. Nous le sommes déjà, nous sommes déjà, cher Atabara, nous sommes déjà, quand on prend la partie climat, on ne l'a pas évoqué dans l'émission, mais les pays qui subissent déjà les conséquences négatives du changement climatique sont les pays en développement et la majorité des pays africains. On pourra faire toute une émission sur les coûts liés au changement climatique dans les pays. Je vous dis, on a publié le rapport climat et développement pour le Congo-Brazzaville où on était l'un des acteurs. Non, mais ça pourra faire l'objet de toute une émission. Comme ce rapport est produit par beaucoup d'autres pays. Parce que quand vous prenez un impact au niveau du capital humain, actuellement à Brazzaville, avec le taux de chaleur qu'il fait à Brazzaville, c'est un impact sur les clims, c'est un impact sur la santé si vous voulez avoir des clims. Donc, c'est un impact par ricochet sur le nombre de morts. Si vous prenez le capital naturel, c'est un impact sur les routes, c'est un impact sur les infrastructures. Par exemple, au niveau des infrastructures, ça détruit les routes, il pleut beaucoup. J'ai travaillé sur le rapport des réflexions économiques fortes. Donc, en fait, rien que d'un point de vue de l'impact du changement climatique en Afrique, économiquement, ça nous coûte très cher. Maintenant, Adama, pour finir, vous avez évoqué des points importants en termes de recomposition. Et c'est là où je dois quand même beaucoup insister sur le degré d'ambition qui renvoie à la formation, qui renvoie au positionnement, qui renvoie au mindset. Je prends le vol entre Kinshasa et Lubumbashi. Je suis avec un dirigeant chinois. Il me sort son téléphone, il dit Thierry, la batterie électrique que tu vois, ça, nous on appelle ça en Chine Tesla Killer. C'est cette batterie-là qui va tuer Tesla. On rappelle, Tesla qui est le leader actuel des véhicules électriques. Et c'est ça qui est en cours. Et c'est ce niveau d'ambition, d'engagement, d'exigence que pour la partie carbone, on doit avoir. Et effectivement, oui, j'ai dit guerre commerciale verte, mais c'est guerre froide verte aussi. D'abord, parce qu'elle est subtile, elle est intelligente. C'est pas, comme on dit, on prend les armes, on va combattre quelqu'un face. Non, elle n'est pas frontale. C'est pour ça peut-être que le mot, oui, de guerre froide verte, parce que c'est subtil, c'est délicat. D'ailleurs, même c'est comme François dit, mais Thierry,
Ça veut dire que toi, tu ne veux pas que les Africains réduisent les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas ce que je dis quand je dénonce la taxe carbone aux frontières. Ils savent bien que c'est de dire non, non, non. Là, vous voulez que nous produisons des grands chevaux en passant derrière la taxe carbone. C'est ça la subtilité, et c'est pour ça que ce n'est pas une guerre où vous allez dire nous, on ne veut pas réduire le carbone. Ce n'est pas possible pour vous puissiez dire ça aujourd'hui. Par contre, vous voulez réduire le carbone. Quel est l'impact que vous faites sur moi, que vous faites sur mes entreprises, que vous faites sur mon développement? C'est là où ça se passe. Merci beaucoup, Thierry Téné, d'avoir éclairé la lanterne de notre auditoire sur la taxe carbone. Je rappelle que vous êtes expert en bilan carbone, économie verte et RSE. Vous nous recevez depuis Brazzaville. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans le grand débat de Financial Afrique. Merci beaucoup, c'était un énorme plaisir pour moi. Et voilà, je pense que plus on a ce type de débat dans des médias importants comme Financial Afrique, plus vous interrogez aussi les différents leaders africains sur cette problématique-là, plus on fera bouger les lignes, Madame Abika. Ça fait un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci également à M. Wade d'avoir été à mes côtés pour pouvoir recevoir ces éléments de réponse de notre expert. Le grand débat vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une autre thématique, mais d'ici là, passez un excellent week-end.